et à toutes à ce webinaire du CRIFPE. Comme vous le savez, le webinaire, pardon, le CRIFPE est un centre de recherche qui diffuse des webinaires régulièrement. Alors, cette semaine, c'est celui d'Emmanuel Doré, pardon. Je suis Marc-André Etier, je vais te le dire, je suis le directeur national du CRIFPE. Et donc, aujourd'hui, ce dont nous entendrons parler, c'est l'analyse critique et historique du discours par Emmanuel Doré, qui est prof doré, je vais discuter aujourd'hui, qui est prof à l'Université de Sherbrooke, est prof en gestion de l'éducation, s'intéresse aux questions sociales et à la justice sociale, aux acteurs éducatifs, etc. J'ai regardé rapidement son résumé de la présentation. Il s'apportera sur une méthode de recherche que je laisserai vous présenter. Le format de la discussion, donc, est simple, c'est le format habituel. Nous aurons cette présentation-là d'environ une demi-heure, 40 minutes, on verra. Puis, la partie questions-réponses, je vous expliquerai ensuite comment on fait pour cette partie d'échange-là, mais en gros, je prendrai les réponses, les questions des gens et je donnerai la parole à notre conférencière. Donc, je pense que j'ai fait le tour, sauf une chose que je dois vous rappeler, c'est enregistré et ce sera diffusé sur le site du CRIFPE dans quelques temps. Alors, Madame Doré, avec un « et », c'est à vous. Merci, Monsieur Etier. Merci pour le mot de bienvenue et pour l'invitation, hein. Merci de m'inviter à vous parler de l'approche en analyse critique et historique du discours. Donc, merci au CRIFPE de m'accueillir pour ça et aux personnes qui sont présentes pour explorer aujourd'hui avec moi cette approche particulière d'analyse selon une perspective critique. Donc, voilà, alors j'ai utilisé, là, pour situer mon propos aujourd'hui, j'ai utilisé l'approche de l'analyse critique et historique du discours dans le cadre de mon doctorat, puis je poursuis son usage à travers différentes expériences de recherche actuellement. Euh, Au départ, je me suis intéressée à cette approche-là puisque mon projet doctoral portait sur les stratégies d'influence par le discours dans une perspective d'inclusion, de justice sociale et en administration de l'éducation. Mon objet a bougé un petit peu. Cette approche m'a permis de m'intéresser au discours en observant un débat médiatisé sur l'inclusion pour observer les stratégies d'influence, les dispositifs qui étaient utilisés. Donc, au cours de ma présentation, je vais me servir d'exemples et d'illustrations à partir des travaux que j'ai menés pour ma thèse, mais aussi d'autres travaux issus de la littérature scientifique. Donc, avant de commencer, je vous présente un aperçu de ce qu'est l'analyse historique du discours pour situer mon propos. Donc, elle fait partie d'une grande famille, hein, donc la famille de l'analyse critique du discours, que je vais présenter plus en détail tantôt. Mais ce qui est important de retenir à ce stade-ci, c'est que c'est une approche qui est à la fois théorique et méthodologique et qui adopte une posture particulière. Donc, comme on peut le constater sur la diapositive, on s'attarde de manière critique et réflexive à la fois à des contextes sociaux, politiques, culturels dans lesquels le discours est produit, dans lesquels il circule et dans lesquels il est reçu. On va aussi on va faire porter l'analyse sur les structures linguistiques, les thèmes et les représentations qui sont exprimées pour voir ce qu'elles nous révèlent au niveau des relations de pouvoir, des idéologies qui sous-tendent les discours qu'on observe concrètement. On va s'intéresser aux idéologies, mais on va tenter de passer par une méthode qui va rendre l'analyse la plus objective possible pour dégager des éléments en lien avec ces idéologies et les relations de pouvoir. Pour faire un petit détour historique, donc l'approche historique du discours est située dans l'approche de l'analyse critique du discours, dont la naissance remonte à la fin des années 80, à partir de la publication d'un premier article en 1985 de Norman Fairclough. Et à la suite de cette parution-là, il y a des chercheurs de différents horizons là, qui se sont réunis autour d'une nomination, c'est-à-dire analyse critique du discours, et qui ont structuré l'approche à partir de ce nom-là. Puis, le programme que j'ai utilisé en analyse historique du discours, lui,
a été bâti un peu plus tard et structuré un peu plus tard par Ruth Wodak et des collaborateurs, là, par exemple Martin Riesegel et Michael Mayer, donc, qui ont publié à la fin des années 90 là, une approche ainsi que des étapes et un programme de recherche. Donc, il est aujourd'hui, dans le fond, sur ces bases-là, je vais maintenant entrer dans le contenu comme tel de ma présentation. Donc, je vous propose les éléments suivants. Premièrement, je vais aborder les principes et les repères théoriques pour ensuite passer aux questions méthodologiques et à la présentation de ce que signifie dans cette approche-là la boîte à outils en linguistique pragmatique. Je vais présenter quelques exemples de recherche en éducation. Puis ensuite, je vais aborder des perspectives pour des travaux futurs qui pourraient être intéressants à envisager. Donc, au départ, c'est important de comprendre que peu importe l'approche selon la discipline ou le champ de recherche, les analystes en analyse critique du discours adhèrent à 7 principes fondamentaux qui vont venir cadrer, dans le fond, tous les travaux, peu importe la discipline dont ils sont issus. Donc, premièrement, toute analyse critique du discours va porter sur des problèmes sociaux. On va s'intéresser à des enjeux de relations de pouvoir, comme j'ai dit tantôt, mais en les considérant comme étant des relations discursives. On considère aussi que le discours constitue la société et la culture, mais qu'en retour, la société et la culture façonnent le discours. Donc aussi, on considère que le discours n'est pas neutre, il effectue un travail idéologique, puis qu'il est situé dans un contexte historique dont on doit tenir compte dans l'analyse. C'est aussi vu comme étant une forme d'action sociale. Donc, ce n'est pas seulement que le discours parlé, mais c'est aussi un geste, une action volontaire qui a un effet dans la société. Pour donner quelques exemples d'applications d'analyse critique du discours, là, au sens large, dont l'analyse historique du discours fait partie, on peut considérer là, qu'il y a comme 3 grands groupes d'objets ou de thèmes qui sont abordés, qui sont approchés par cette forme d'analyse-là. Donc, les travaux peuvent porter, par exemple, sur des questions d'inégalité sociale, d'hégémonie, de pouvoir, de contrôle, donc comment le discours contribue à maintenir ces relations et ces structures, qu'elles soient institutionnelles, politiques, etc. On a aussi certaines recherches qui vont se centrer davantage sur le discours médiatisé, institutionnel, politique, donc qui circule dans l'espace public et qui contribue à former, dans le fond, des représentations sociales dans un contexte particulier, ainsi que un discours qui peut susciter le débat. Un autre type de travaux va s'intéresser davantage aux questions, au processus du racisme, de l'ethnocentrisme, la radicalisation ainsi que le populisme. Donc, comment ces mécanismes de discours contribuent, dans le fond, à la polarisation et à la radicalisation dans les relations sociales entre les groupes. Le nombre de publications en analyse critique du discours est en croissance depuis les années 90, donc depuis la naissance de l'approche. J'ai fait pour l'exercice une petite recherche à l'aide de 2 mots-clés, donc analyse critique du discours et éducation sur une base de données, Education Database d'EBSCO. Je prétends absolument pas ici à l'exhaustivité, mais ça nous donne une représentation d'une tendance, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a une croissance continue des publications. Donc, en orangé, on a les publications en moyenne par année pour 3 décennies et pour 2020 à 2022, donc les 3 dernières années. On peut voir aussi qu'au Canada, donc la ligne turquoise, le nombre de publications est peu élevé, mais par contre, il est aussi en croissance. Donc, on parle quand même d'une publication qui suscite de l'intérêt, mais qui aussi ouvre un champ de plus en plus élargi. Maintenant, la place de l'analyse historique du discours dans tout ce champ de recherche-là, d'analyse critique du discours,
j'ai représenté en fait l'ontologie, hein, ce sur quoi s'appuie dans le fond à la fois l'approche que j'ai utilisée, l'analyse historique, mais aussi l'analyse critique. On va s'appuyer sur les fondements de la théorie critique et de l'approche post-structuraliste, notamment de Foucault. On va retenir de ces théories ontologiques l'idéal de l'opposition au statu quo, l'idéal de la transformation sociale. On va aussi retenir que chez les post-structuralistes, le discours est un objet concret d'analyse qui est observable et qui peut être traité par différents dispositifs là, pour comprendre les mécanismes. On retient aussi l'idée de formation discursive, c'est-à-dire comment les différents textes et discours sont organisés les uns par rapport aux autres et lesquels sont en position hégémonique par rapport à d'autres. On a aussi la question, en analyse critique du discours, on va retenir la définition du discours et les principes que j'ai présentés tantôt. Donc, le texte, la pratique discursive et la pratique sociale sont des dimensions importantes de l'analyse dont il faut prendre en considération. Les problèmes sont de nature sociale. On va démystifier les relations de pouvoir et les inégalités et l'approche demeure et est interdisciplinaire fondamentalement, étant donné qu'elle utilise l'analyse critique sur un problème social et qu'elle requiert, elle va chercher dans le fond des outils en analyse linguistique. Maintenant, plus précisément, l'analyse critique et historique du discours, celle sur laquelle on va s'attarder plus en détail aujourd'hui, c'est une approche qui est à la fois théorique et méthodologique, qui a sa propre conception dans tout ça du discours, c'est-à-dire que le discours est vu comme un moyen, un dispositif pour maintenir le pouvoir et les inégalités ou pour les transformer, les inégalités aussi. On va parler de stratégie discursive à ce moment-là. On considère donc que le discours n'est pas déjà là et qu'il ne circule pas seul, mais qu'il est produit, relayé et reçu par des personnes et des groupes sociaux. On a aussi un programme de recherche qui est déterminé et on adhère au principe de triangulation entre les données, l'analyse et la théorie. Donc, c'est une triangulation qui est nécessaire à plusieurs étapes de la méthode. Et on va chercher des outils en linguistique pragmatique, par exemple. On va tenter de rechercher des dispositifs dans le discours qui témoignent de stratégies, par exemple des métaphores, des types d'arguments, etc. Maintenant, j'ai fait le même exercice par rapport aux publications, plus précisément en analyse historique du discours, en utilisant des recherches en cherchant dans la base Érudit, donc une plateforme de recherche qui permet d'accéder aux revues savantes de langue française. Donc, pour avoir une idée, bon, la HD, est-ce que l'analyse historique du discours, est-ce qu'elle est populaire? Est-ce qu'on la retrouve dans les corpus de textes scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre le discours? Donc, à l'aide du mot-clé analyse critique du discours et du mot-clé Vodak, donc qui est l'auteur qui est à la base du programme en HD, j'ai recherché Vodak dans la bibliographie des textes et ACD dans l'ensemble des données. J'ai retrouvé depuis 2013 12 publications, donc c'est très peu. Et parmi ces 12 publications-là, donc il y avait un article qui faisait référence à la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui. On peut voir qu'elle est interdisciplinaire, hein, donc il y a plusieurs champs et disciplines de recherche qui sont concernés, donc communication, médias, sociologie, travail social, politique, éducation. On va viser 3 objectifs en ACD, en analyse critique et historique du discours aussi. Donc, on va décrire le discours, on va tenter de l'interpréter d'un point de vue critique et on va tenter de l'expliquer à l'aide des analyses de nature plus linguistique et sociologique. Le cadre théorique en analyse critique du discours et historique comporte dans le fond 2 grands pôles, donc la théorie critique du discours qui va nous permettre de nous intéresser au niveau macro, c'est-à-dire idéologie, pouvoir, stratégie, construction sociale d'un concept
d'une pratique, etc. Et du côté linguistique critique, au niveau micro, donc quels sont les mécanismes fins du langage, donc à partir du mot, de l'énoncé, qu'est-ce qu'on peut documenter sur le discours. On va adopter une définition commune, que ce soit en analyse critique ou historique du discours. Donc, le discours est à la fois socialement constitutif et socialement façonné. Il est source de situations, d'objets de connaissance, d'identité sociale et de relations entre les personnes et les groupes. Donc, j'ai parlé tantôt là, de la constitution par le discours des inégalités et des relations de pouvoir. Il va contribuer aussi, il faut voir qu'il y a, oui, le fait de démystifier des relations de pouvoir, mais il y a aussi le devoir de contribuer à les transformer par le discours nous-mêmes, les chercheurs engagés en analyse critique. Donc, on dit que le discours a une grande influence sociale et qu'il donne lieu à d'importantes questions de pouvoir. L'analyse, donc les dimensions clés de l'analyse, on va partir d'un événement discursif, donc à partir d'un fait de discours. Il peut s'agir d'une campagne publicitaire, il peut s'agir d'un débat médiatisé, comme j'ai analysé pour ma thèse, il peut s'agir d'une législation. On va tenter de voir comment le discours, l'idéologie et la politique sont en relation à travers le discours qu'on va observer. Maintenant, en AHD, on va s'intéresser, donc en analyse historique plus particulièrement, on va s'intéresser à un ensemble de pratiques sémiotiques qui vont dépendre du contexte. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on va s'intéresser aux éléments de production, aux pratiques de production, de circulation et de réception des discours. On va s'intéresser à un corpus de textes qui sont liés à un macro-sujet, chômage, inclusion sociale, exclusion, immigration. Donc, peu importe le thème social, les textes qu'on va retenir vont être liés à ce grand thème-là pour aller voir les liens entre ce thème dans les textes, mais aussi comment d'autres sujets viennent traverser notre corpus. On va s'intéresser aussi beaucoup à l'argumentation, donc pour comprendre les points de vue différents dont témoigne le discours. On va critiquer le discours sous trois angles. Donc, on parle de la critique immanente. Ça signifie qu'on va chercher des incohérences, des autocontradictions présentes dans les discours et des tiraillements internes. Donc, quand on peut voir des contradictions à l'intérieur d'un même propos, d'un même texte, chez un même locuteur, à ce moment-là, on s'intéresse à la critique à l'intérieur même du discours. Ce qu'elle nous signale, en fait, comme problématiques, idéologie, etc. Sociodiagnostic, on va essayer de voir quelles sont les pratiques discursives qui sont associées au corpus qu'on va analyser, puis on va l'interpréter dans le contexte social et contextualisé. Donc, c'est bien important de s'intéresser non seulement au corpus, mais aux dimensions sociopolitiques, historiques autour. Donc, on va se documenter aussi là, sur l'entourage de notre corpus. Et aussi prospective. Donc, cette forme de critique-là va nous amener à proposer des pistes pour améliorer la communication, la rendre plus juste, plus équitable, etc. Maintenant, je vais m'attarder à la méthode en analyse historique du discours et aux outils de l'analyste auxquels on peut recourir. Donc, le programme de l'AHD comprend 8 étapes. Ces étapes sont prédéterminées, mais selon l'ampleur des travaux, le type de travail de recherche qui est réalisé, le nombre de personnes qui font partie de l'équipe de recherche, on va donner plus ou moins d'ampleur à chacune des étapes. C'est-à-dire qu'on va quand même passer par l'ensemble des étapes, mais peut-être sur un plus petit corpus, peut-être sur un événement plus restreint. Mais si on est, par exemple, Ruth Wodak travaille en équipe de recherche selon ce programme-là avec plusieurs personnes, bien, elle va réunir une multitude de textes dans ses corpus, puis elle va analyser des millions de mots. Mais donc, il faut juste penser que ce programme-là s'adapte, dans le fond, à la situation. On va aussi passer par ces 8 étapes-là, mais refaire la boucle de ces 8 étapes-là à plusieurs reprises au cours de l'analyse.
Donc, tout d'abord, on va commencer par les relire, discuter autour des recherches antérieures sur le problème social qui nous intéresse, pour ensuite faire une collecte systématique de données, donc c'est-à-dire de textes, mais aussi de toute forme de données qui peuvent nous renseigner sur la situation qui nous intéresse. On peut recueillir des données qualitatives, quantitatives, on peut s'imprégner, donc comme chercheur dans un contexte social pour comprendre aussi les enjeux et les relations. On va ensuite préparer les données pour des analyses qui vont devenir plus spécifiques en fonction de notre objectif, de notre question. On va préciser, à la lumière de notre corpus, puis des données qu'on a, on va venir préciser ensuite la question de recherche, puis on va formuler des hypothèses. On va faire une analyse qualitative pilote. Je vais vous présenter les outils d'analyse par la suite. Donc, sur un nombre restreint de textes pour voir qu'est-ce qu'à première vue nous donne nos résultats sur un corpus réduit pour voir si on doit préciser la question, élargir le corpus, restreindre le corpus. Ensuite, on va passer aux études de cas détaillées, c'est-à-dire chacun des textes devient un objet à analyser et ensuite les relations entre les textes et les relations entre les textes et le contexte. On va formuler la critique une fois qu'on va avoir passé à travers 4 niveaux d'analyse que je vais vous présenter tantôt. Puis ensuite, on va appliquer des résultats, on va recommander, on va faire des propositions pour améliorer certaines situations d'inégalité, etc. Pour constituer un corpus, je vais vous présenter quelques exemples en lien avec les critères de constitution. On doit s'assurer, ma recherche doctorale portait sur les élèves considérés à risque. Alors, les élèves qu'on juge à risque d'échec scolaire, à risque de difficultés, à risque parce qu'ils viennent d'une famille qu'on considère à risque ou d'un quartier qu'on considère à risque. J'ai fait l'analyse critique des discours en interaction lors d'un débat médiatisé sur la question de l'inclusion en milieu scolaire montréalais qui a eu lieu en 2016-2017. Donc, le corpus doit réunir une diversité de discours et doit aussi, on va avoir un nombre de textes qui peut varier, tout dépendant des locuteurs, parce que, comme on peut voir ici dans l'exemple, dans mon corpus, j'avais 22 textes du syndicat, 3 textes de la commission scolaire, maintenant appelée Centre de services scolaires, qui est l'institution éducative, et 8 textes médiatiques. Donc, on voit qu'il y a une inégalité des nombres. Ici, ce n'est pas vu comme un problème de représentativité des discours, étant donné, par exemple, que l'institution ne publie pas beaucoup, ça nous indique quelque chose sur les relations par le discours. Le silence est une stratégie, par exemple, qui peut nous intéresser. On va s'intéresser à des événements discursifs, donc débat médiatisé sur l'inclusion, dans mon cas, à travers lequel il y a eu une production de certains textes et des pratiques sociales qui ont été réalisées en lien avec le débat, donc manifestations, il y a eu des organisations de rencontres, etc. Donc, tous ces événements-là autour du discours sont considérés intéressants et pourraient être le pôle d'intérêt pour une recherche. On va aussi voir que dans notre corpus, on réunit des textes de différents champs d'action et différents genres de textes. Donc, ici, on a le champ de l'éducation qui est représenté par l'institution et le syndicat et le champ médiatique. Donc, tout dépendant des champs, les textes publiés ne sont pas les mêmes, ne visent pas les mêmes objectifs et n'ont pas non plus le même genre. Il ne s'agit pas du même genre de textes qui suivent les mêmes règles, etc. Et donc, le corpus doit être relié, donc tous les textes réunis. Un texte peut être une affiche, une image, des articles, une manifestation. Donc, un texte étant une production de discours intentionnel, doivent être liés à un grand thème. Le macro-sujet, ici, dans l'exemple, c'était l'inclusion. Maintenant, pour l'analyse. La boîte à outils qui nous vient de la linguistique nous amène à analyser le discours à 4 niveaux différents que je vais vous présenter maintenant. Tout d'abord, au centre, on a le contexte linguistique. Alors, on parle du contexte microtextuel, on va s'intéresser à la sémantique et à la syntaxe.
syntaxe. Donc, qu'est-ce qui est dit et comment cela est dit? Par exemple, dans mon cas, je cherchais, j'ai réuni les mots par champs lexicaux pour voir si on était en présence de métaphores qui sont utilisées dans certaines stratégies. On peut s'intéresser aussi aux arguments là, dans ce contexte-là, quels sont les mots utilisés pour convaincre, etc. On peut s'intéresser aussi à la ponctuation, à l'organisation du texte, par exemple, dans quel ordre sont amenés les sujets. Ça nous amène à faire vraiment une cartographie de tout le corpus en faisant un recensement de tout thème, tout sujet. Ensuite, le contexte textuel. Donc ici, on est dans le contexte macro-textuel. Donc, on est toujours au niveau linguistique. On va s'intéresser à l'intertextualité entre les textes d'un même corpus. Donc, entre les textes, est-ce qu'on retrouve les mêmes mots, des allusions, etc. Et l'interdiscursivité, par exemple, dans des textes qui portent sur l'inclusion, est-ce qu'on a un autre discours, un autre macro-sujet, par exemple, immigration, qui vient croiser le thème de l'inclusion, par exemple. Et ensuite, on va s'intéresser au contexte situationnel, qui est notre troisième niveau d'analyse, donc l'événement discursif en soi. On va tenir compte juste avant, au niveau du contexte textuel, j'ai oublié de vous mentionner qu'on va s'intéresser aux stratégies discursives, c'est-à-dire à l'usage particulier du discours pour influencer en ayant une orientation. Puis ici, en AHD, on va s'intéresser à la manière dont le discours va différencier un endogroupe. Donc, qui est-ce qu'on considère comme étant un nous et un exogroupe? Qui sont les gens qui ne sont pas inclus dans notre groupe, mais qui sont exclus, donc un eux? Maintenant, au niveau de la situation, on va parler de l'événement, on va parler des variables sociologiques, on va faire des liens avec nos analyses des niveaux précédents. On va aller croiser aussi nos premières analyses des niveaux linguistiques et textuels avec les cadres institutionnels. On va s'intéresser à l'interdiscursivité et textualité ici là, dans le corpus, mais aussi plus largement dans la situation. Le contexte sociopolitique et historique, à ce moment-là, on va prendre un pas de recul de plus pour aller voir l'intertextualité et interdiscursivité de manière diachronique, c'est-à-dire à travers des événements, à travers des époques, à travers aussi différents problèmes sociaux. Donc, j'ai parlé tantôt du fait que l'analyse était au départ descriptive. Donc, je vais vous montrer un exemple ici de ce que nous donne l'analyse descriptive, c'est-à-dire la cartographie du corpus, qu'est-ce qui est dit et comment s'enchaînent, dans le fond, les thèmes et les sujets. Ça permet, dans ce cas-ci, j'ai pu faire l'histoire du cas. Donc, quels sont les événements qui sont survenus? Est-ce qu'il y a eu des phases dans le débat? Donc, il y a eu différents événements sociaux, là, des audiences, un forum, une publication particulière qui a lancé le débat, ensuite de ça, une manifestation au mois d'avril. Puis ces moments-là sont aussi associés à des phases dans l'évolution des discours et des arguments des locuteurs. Donc, on a parlé de différents thèmes et sujets, donc principalement de l'approche par catégorie de difficultés d'élèves. On a parlé de besoins particuliers tout au long du débat. Vers la fin, on a parlé d'un projet pilote d'inclusion contre lequel il y a eu une mobilisation, mais on a aussi parlé de mobilisation contre l'inclusion du début à la fin. Donc, dans le corpus, on voit ce thème-là tout au long de l'analyse. Donc, ici, c'est un exemple, ce n'est pas la manière de faire nécessairement, mais c'est pour illustrer comment on peut présenter une analyse descriptive et la commenter. Maintenant, on va s'intéresser, tantôt j'ai parlé au niveau textuel de l'analyse des stratégies discursives. Donc, le programme en AHD propose cette grille d'analyse qui nous permet de documenter à partir de questions. Donc, comment est-ce qu'on nomme? Est-ce qu'on fait référence aux acteurs, aux objets, aux phénomènes, aux événements, aux processus et aux actions par le discours? Comment on fait référence? Alors, on parle ici d'une stratégie de référence et ou de nomination. Donc, comment on fait référence, comment on nomme. Et puis, les dispositifs utilisés sont davantage du niveau de la métaphore, c'est-à-dire
La on va, par exemple, dans les travaux de Wodak, elle documente beaucoup à l'aide de métaphores, le discours sur l'immigration, par exemple, associé à, la clôture, donc qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur, le danger de franchir la frontière et cetera. Donc on va s'intéresser aux métaphores, puis on va s'intéresser aussi à la catégorisation de l'appartenance, donc qui est nous, qui est eux, pour voir, dans le fond, comment cette stratégie du discours sert à construire un endogroupe, un exogroupe. Ensuite, on peut parler des stratégies de prédication, c'est-à-dire comment on parle des gens, quels traits on attribue aux gens, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Donc, on est ici dans une stratégie qui vise à étiqueter les personnes. On parle aussi des stratégies d'argumentation, donc quels sont les types d'arguments et quels sont les schèmes d'argumentation plus élargis, par exemple, menaces, dangers, avantages, utilités, etc., pour voir comment le discours contribue à justifier des attributions positives et négatives. Je vais sauter par-dessus les dernières, là, perspectivation et intensification, mitigation. Je ne me suis pas servie de ces stratégies-là, mais vous aurez accès à ces informations-là. Dans le fond, l'idée ici, c'est qu'on peut documenter d'autres stratégies qui permettent de voir comment le discours est engagé et comment le discours positionne le point de vue du locuteur dans un débat, par exemple. Donc, quelques idées pour terminer. Alors, voici un exemple de ce que donne, dans le fond, une synthèse de l'analyse de référence et nomination et de prédication. Donc, dans le débat étudié, les membres du syndicat enseignant on a utilisé la métaphore du régiment, hein. Il y avait un discours très guerrier dans le corpus, où les gens étaient dévoués, luttaient, étaient engagés, faisaient preuve de solidarité. Donc, des caractéristiques qu'on attribuerait dans le fond, à un régiment militaire, par exemple. Du côté de la direction de l'institution éducative, on les situait comme étant un camp adverse sur la défensive, désorganisé, qui camouflait ses intentions, etc. Donc, vraiment une représentation d'un ennemi à qui on fait face, qu'on a de la difficulté à comprendre, mais qui est menaçant. On avait aussi dans le débat étudié des enseignants qui se positionnaient en faveur de l'inclusion, mais ils étaient à ce moment-là affiliés au camp adverse, un peu comme des déserteurs. Puis ils étaient associés à des pratiques innovantes. Ils étaient eux-mêmes se déclaraient comme étant honnêtes et francs, etc. Donc ici, on voit un peu là, le déserteur ou la personne qui va se distancer de l'organisation ou du corps social, syndical ou le corps militaire, par exemple. Et puis, dans le cas, moi, j'étudiais comment on discutait des enfants qui ont dit élèves à risque. Ben, ils étaient dépeints comme des réfugiés dont la situation était plus ou moins déterminée, qui étaient aussi vus parfois comme une menace pour des conditions d'enseignement et d'apprentissage, un peu à la lumière du discours discriminatoire sur l'inclusion. Puis, on parle aussi de chaos par une intégration forcée dans des classes ordinaires, donc à l'intérieur des classes. Donc, il y a quand même des parallèles à faire avec ces métaphores-là qui peuvent aider à comprendre l'arrière-plan du discours et à l'expliquer. Maintenant, j'avais documenté des stratégies d'argumentation, donc qui étaient en faveur et qui ne l'étaient pas. Donc, on avait une série de schèmes argumentatifs qui étaient en lien avec les avantages et l'utilité de l'inclusion versus la menace et le danger qu'elle pouvait représenter, donc l'inclusion des élèves à risque ou en difficulté dans la classe ordinaire. Donc, je ne lirai pas tout ça, mais vous pourrez en prendre connaissance. Maintenant, exemple de recherche en éducation, tout simplement pour faire atterrir ma présentation. J'ai recensé des recherches qui peuvent être intéressantes et inspirantes pour la communauté de la recherche en éducation. Par exemple, les effets du discours politique sur les représentations des apprenants et sur les objectifs qu'on se donne en éducation. Ici, avec Hamilton, qui a étudié le discours politique et la littérature grise sur la littératie chez les adultes, donc l'apprentissage en littératie, en andragogie. Elles ont étudié des textes sur le thème de la littérature grise légale et scientifique. L'analyse, c'est l'analyse de la construction discursive de l'adulte
apprenants en littératie. Donc, c'est ce sur quoi elles ont porté leur regard. Leurs résultats mènent à dégager que le discours était axé sur des déficits individuels, puis un cadrage de texte, le cadrage de texte par le discours dominant et politique était présent. Ce qu'elles ont fait pour contribuer, elles ont démystifié ces idéologies-là, le pouvoir, l'incohérence entre les discours et la réalité, euh, qui démontrait dans la recherche un faible impact des discours politiques sur la littératie adulte dans la pratique. Ensuite, Daniel, le deuxième auteur que j'ai consulté, que je considère intéressant pour nous, on parle de la précarité en milieu universitaire et du discours populiste. Donc, comment la situation aux États-Unis dans les campus universitaires où s'entrecroise un discours populiste dans une situation de précarité économique, politique, etc. Quelles sont les stratégies, quels sont les effets des stratégies des discours populistes sur ce climat universitaire-là? Et c'est basé pour son analyse sur le discours inaugural de Donald Trump, qui construit de manière, avec ses stratégies, un endogroupe national et des exogroupes où on parle de renationalisation et de nativisme, c'est-à-dire qui est américain et qui est le vrai américain. Il propose, l'auteur, des pistes psychopédagogiques et des dispositifs de solidarité institutionnelle comme moyen de transformer ce climat de polarisation sur les campus. Et finalement, j'ai indiqué mon travail, la catégorisation élève à risque, c'est le problème social auquel je me suis intéressée dans le cadre d'un débat. Puis les résultats ont mené, dans le fond, à voir que le discours présentait un profil unique des élèves de Montréal. J'ai aussi observé que le discours s'organisait autour de la contrainte systémique, comme si la multiplicité des réalités humaines et sociales montréalaises était une contrainte pour l'organisation. Et aussi une redéfinition institutionnelle du terme inclusion propre à l'organisation. Et à la suite de ça, pour la transformation, je me suis impliquée, je m'implique là au niveau social et scientifique à mettre en lumière ces éléments-là dans le discours. Quelques perspectives pour terminer. Donc, il pourrait être intéressant de développer le champ de l'analyse historique du discours en francophonie et en éducation. Comme on l'a vu plus tôt, il y a très peu de textes, très peu de publications. Par contre, c'est une approche qui permet vraiment d'entrer dans un problème en l'objectivant, mais aussi de manière critique. L'analyse des contextes aussi socio-historiques et leur complexité est facilitée par la méthode structurée et structurante de l'analyse historique du discours, ce qui permettrait d'approfondir et élargir l'analyse d'un phénomène à son contexte. Par exemple, on parle beaucoup de persévérance scolaire, persévérance professionnelle en éducation. Alors, plutôt que de se centrer sur les acteurs eux-mêmes, dans quel contexte sociopolitique les gens persévèrent ou non? Donc, ce serait un aspect que je considère bien intéressant à étudier. Maintenant, il y a plusieurs ressources numériques à explorer pour analyser les discours. Donc, il y a des outils en lexicométrie. Il y a aussi des bases de données puissantes. Par exemple, la plateforme des humanités numériques, PHUN, conjointe entre l'Université de Sherbrooke et l'UQAM, qui nous donne accès à des banques de données de textes et puis poursuivre un thème dans l'actualité puis son évolution dans le discours politique, syndical, institutionnel. C'est très intéressant. Il y a vraiment des outils qui sont à notre service et très intéressants. Et aussi, la proposition de pistes pédagogiques serait à élaborer autant pour la formation générale des jeunes, donc préscolaire, primaire, secondaire, donc comment les aider, eux, à analyser et à observer les stratégies dans le discours, notamment pour des questions éthiques et pour des questions du vivre ensemble, mais aussi ces pistes pédagogiques-là pourraient être pensées pour le collégial, la formation universitaire, par exemple, comment elles peuvent contribuer à développer l'empathie, développer la capacité à reconnaître la situation de l'autre dans son enseignement ou dans son approche pédagogique. Alors, sur ce, je vais terminer. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je passerai la parole à M. Etier pour amorcer la période de questions. Merci. Voilà, merci. Donc, c'est très intéressant et
je rappelle aux gens que tantôt, vous pouvez poser donc des questions à partir du Q&R et que je prendrai ces questions-là pour les poser à la conférencière. Merci Emmanuel, je le répète, c'est vraiment très intéressant. Là, j'ai noté que ça pourrait servir entre autres pour des... C'est intéressant d'avoir des recherches comme celle-là sur la question de l'évaluation ou la communication des jugements ou encore les débats à propos du programme de ECR-CCQ ou celui d'Histoire au Québec-Canada ou Histoire de la citoyenneté. C'est des choses qui ont suscité beaucoup de discussions. Euh, enfin, on les fera pas, on fera pas ça ici maintenant, mais j'espère que d'autres vont suivre cette trace-là parce que pour ces domaines-là, en tout cas, ce qui est intéressant, il y a sûrement plein d'autres. Alors, je rappelle aussi, avant qu'on aille aux questions-réponses, tout d'abord que nous sommes ensemble jusqu'à environ 13 heures, que les questions seront évidemment toutes, si elles sont pertinentes, seront toutes vues, toutes celles qu'on aura le temps de voir. Là, je vais en faire un porte-parole. Et aussi vous rappeler que, comme je le disais tantôt, il y a d'autres webinaires qui vont venir, entre autres bientôt un sur la pénurie d'enseignants et un autre sur ChatGPT, je pense que c'est le prochain ChatGPT, et puis sur l'écriture qualitative, se former par et pour cela. Donc, d'autres webinaires du même genre qui vont venir, qui vont être tout aussi intéressants, j'en suis certain. On verra, évidemment, il y a peut-être un de ceux-là qui n'aura pas lieu si la grève à Laval persiste, mais sinon, on aura, et on avisera ce qu'on fera à ce moment-là. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. J'ai ouvert la partie Q&R pour les entendre. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça nous serait tardé, j'imagine. Ouais. Comment se fait-il, j'en posais une mot puisque j'ai eu la possibilité de le faire, là, d'en profiter. Comment se fait-il qu'il y a si peu de recherches de ce genre-là, d'après ce que tu as pu voir? Est-ce que c'est, euh, en fait, je me pose la question, comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que c'est trop récent? C'est quand même pas non plus, c'est différent, mais c'est dans la même lignée que d'autres analyses de discours ou de textes, c'est spécifique, bien entendu, il y a des étapes, tout cela, il y a des questionnements différents, mais j'aurais pensé que ce genre de méthode aurait été plus présente, en tout cas au Québec notamment. Là. Je sais pas ailleurs, mais entre autres ici. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est pas encore si présent? Je pense que c'est parce qu'il y a, il y a deux grandes traditions en analyse du discours. Donc, on a du côté américain et anglo-saxon une tradition davantage ancrée dans la sociologie critique, un certain regard sur les événements et les phénomènes sociaux. Du côté français, on se sent davantage sur le texte. Et puis, la critique n'est pas en soi quelque chose qu'on va isoler. En recherche francophone, on a foncièrement plus accès à des textes en français, donc probablement qu'il y a une adhésion davantage au niveau de l'analyse du discours à une approche plus française où le mot critique est inhérent à l'analyse, alors que du côté anglophone, on le mentionne et on le précise, et on circonscrit comme étant un domaine l'approche de l'analyse critique du discours. On parle d'une recherche qui est anglo-saxonne, mais qui est aussi, par exemple, Ruud Wodak est en Autriche et son travail porte sur les langues slaves. Donc, il y a aussi un écart peut-être culturel entre les travaux et notre culture. Donc, c'est une porte à ouvrir et des liens à tisser. Est-ce qu'il y a ben, il y a une première question qui arrive avant que je continue. Dans les francophones, il y a pas le Québec, bien sûr. On a vu qu'il y en avait au moins une du Québec, mais les autres endroits où se font ces recherches en français, les quelques recherches qui ont été faites, c'est quoi? C'est la France, le Maghreb, la Suisse, enfin, je ne sais pas. En France, on retrouve un certain nombre de titres. Par contre, quand on fait référence à l'analyse selon l'approche de Wodak, l'analyse historique du discours, on va souvent l'utiliser pour l'interprétation ou l'apport théorique, comment on forme un endogroupe, un exogroupe, tout ça, et non pas comme méthode nécessairement. Donc, souvent, on va retrouver, on fait allusion à, mais le programme comme tel n'est pas nécessairement, on n'y adhère pas de manière explicite. Ouais, pas nécessairement la démarche, mais peut-être certains résultats aussi. OK. Je vais lire la première question que nous avons. Quels sont les outils utilisés pour l'analyse des corpus, les logiciels notamment?
Alors, pour analyser les corpus, on peut, premièrement, tout d'abord, c'est important de faire une première lecture approfondie, puis ce que j'appellerais une analyse à la mitaine, c'est-à-dire à la main, sans usage de technologie pour bien s'ancrer dans le discours, dans l'ambiance du texte. Puis ensuite, préciser sa question et ensuite de ça, utiliser des logiciels ou des outils. Il en existe différents. Donc, du côté de la linguistique, par exemple, on a le logiciel TROP, qui peut être un logiciel qui peut être intéressant. Pour l'analyse des corpus, donc la lexicométrie, combien de mots, quels sont les mots qui cohabitent dans les textes, etc. Il y a un outil gratuit en ligne qui s'appelle voyant.org, dans lequel on peut entrer des corpus et il y a une analyse automatisée qui est réalisée. On peut utiliser aussi des logiciels d'analyse qualitative soutenus par ordinateur comme QDA Miner ou NVivo aussi, parce qu'on y construit ses propres catégories. Donc, on peut utiliser les stratégies discursives comme étant des catégories, les dispositifs linguistiques comme étant des étiquettes. Mais il y a une panoplie de logiciels, autant en linguistique que dans les sciences sociales, qui peuvent nous appuyer. OK, merci. J'ai une deuxième question maintenant. Euh, je m'intéresse à cette méthode pour traiter de l'implantation au milieu scolaire d'ordinateurs reconditionnés du discours des décisionnaires à propos de la technologie numérique. J'aborde la technique par son aspect socio-historique. En maintenant la question, est-ce que la HD vous paraît pertinente à ce propos? La technique n'a pas encore été nommée dans cet exposé. Alors, il faut voir quel est le lien entre l'objet, la problématique sociale, puis, par exemple, la catégorisation sociale. Est-ce que l'objet est lié à des formes peut-être de relations de pouvoir, des dynamiques d'exclusion, d'inclusion? Donc, si on répond oui à ces questions-là, je pense que c'est une approche qui pourrait être tout à fait indiquée. Puis partir de textes légaux d'encadrement, de littérature grise, par exemple, c'est vraiment une bonne première porte d'entrée pour comprendre un phénomène institutionnel. Et ensuite de ça, on pourra le coupler d'une analyse plus sociale, ethnographique, en allant dans les milieux, par exemple, ou en faire une deuxième recherche. Ben, et si je comprends bien, il faut toujours, donc, c'est central dans la recherche qu'il y ait des rapports de pouvoir en jeu. En tout cas, il y en a toujours, mais qui affleurent dans les textes qu'on venait de. Je trouve que c'est vraiment pertinent de prendre cette méthode-là. Oui, en fait, il faut voir comment le texte construit socialement des rapports. Alors, l'exemple de la mise en œuvre d'un programme d'implantation de la technologie pourrait être un exemple où on pourrait observer est-ce que par ce programme-là, il y a des établissements qui sont favorisés par rapport à d'autres? Est-ce que la politique favorise certains groupes d'élèves plutôt que d'autres? Est-ce qu'on tient compte des réalités sociales dans lesquelles on implante ce matériel informatique-là? Donc, je pense que ça pourrait être une porte d'entrée intéressante. Les outils en analyse linguistique vont venir nous servir comme des ressources. Ils peuvent être choisis après. L'important, c'est vraiment de camper le problème social en premier lieu. Donc, j'y vois de la Mhm. pertinence à première vue. Ouais. Tout dépendant donc de la fin poursuivie. Euh, et si on a l'intention, puis je continue à partir d'une question qui vient d'être posée, là, mais si on a l'intention de travailler à partir d'une question sociale, donc, mais en prenant un corpus qui est formé, par exemple, de verbatim, de transcription ou d'interaction transcrite aussi, est-ce que c'est faisable? C'est pas du tout le même format là, que la littérature grise ou les articles de journaux scientifiques, mais est-ce que ça pourrait Oui, être utilisable? tout à fait. Il y a des recherches qui portent sur l'interaction discursive entre les personnes, donc l'interaction réelle. Donc, ça peut être tout à fait réalisable. En utilisant les verbatims, on va utiliser les mêmes approches, c'est-à-dire on va aller voir chacun des mots, ensuite de ça, quels sont les sujets, les thèmes, faire une bonne cartographie, voir l'évolution du discours, puis situer le contexte social. C'est tout à fait faisable. Je passe à une autre question. Euh, Comment peut-on exploiter cette méthode lors de l'analyse du discours des enseignants sur leur pratique? Comment peut-on demeurer objectif en utilisant cette méthode, sachant que l'interprétation est subjective?
Le programme en analyse historique du discours a été constitué à partir d'un certain type de critique à l'égard de l'analyse critique du discours, donc dans sa forme originale où euh, certains considéraient que les travaux de recherche étaient trop campés dans une approche critique et qu'il y avait des a priori très, très forts chez les chercheurs. Donc, on abordait les travaux en considérant que parfois il y avait de la subjectivité. En allant chercher les outils en linguistique pragmatique, c'est ce que Wodak a prétendu défendre comme idée, c'est le fait d'approcher le discours de manière objective. C'est-à-dire, par exemple, si on repère une métaphore, si dans un texte, j'ai le mot étoile, mais que je suis dans un texte qui parle de politique je peux me demander qu'est-ce que le mot étoile vient faire ici. Est-ce qu'il est utilisé de manière métaphorique? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il met en évidence? Alors, en utilisant ces démarches-là, on prend une distance de notre posture critique pour utiliser une posture qui est davantage plus objective en linguistique, euh, pour ensuite revenir à notre posture critique. C'est pour ça aussi que le programme est dans ce programme de recherche-là, il y a une approche de triangulation qui est fondamentale, c'est-à-dire que tout au long de l'analyse, à chacune des étapes de l'analyse, on va retourner à nos lectures, on va retourner à nos données collectées et à nos résultats de recherche. Puis si on ne comprend pas, on va essayer d'aller chercher des théories qui pourraient contribuer à explorer et à comprendre un phénomène. Donc, en triangulant données, lecture et analyse, on arrive à saturer, dans le fond, au niveau de nos interprétations. Puis les Merci. mécanismes de discours, qu'on aborde un thème, par exemple, le chômage, l'immigration ou l'inclusion, sont sensiblement les mêmes. Si, par exemple, dans un débat syndicat, patronat, on observe un discours de guerre, on va voir ce même type de discours-là apparaître dans un discours sur le cancer, par exemple, ou dans un discours politique. Donc, il y a beaucoup de recherche qui est faite sur la métaphore. Ça nous aide aussi à objectiver notre analyse. Ouais. Est-ce que les figures de rhétorique sont prises en compte, comme mettons prétédiction, n'importe quoi, là, concession? Est-ce Oui, que c'est fait partie des choses qu'on... la rhétorique est utilisée à partir des topoïs argumentatifs, en fait, les schèmes Mhm. argumentatifs, les familles d'arguments. Donc, les arguments qu'on met en opposition, par exemple, menace, danger. Donc, si quelque chose est une menace, il est juste de faire ceci ou de décider cela. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme étant une menace? Qu'est-ce qu'on voit comme étant le danger? Donc, on va utiliser les topoïs dans les stratégies argumentatives pour comprendre cet aspect-là du discours. Je passe à la question suivante. Quelle est la place de l'analyse de contenu dans sa forme classique dans l'analyse critique et historique de discours? C'est intéressant parce que c'est une part de l'analyse. Hein. On va vraiment bâtir un corpus autour d'une question. On va regarder est-ce que notre corpus permet d'envisager notre objectif, d'envisager une hypothèse pour répondre à notre question. Comment je vais préparer mon corpus. On va passer par les mêmes étapes. Par contre, si je suis en analyse de contenu qualitative plus classique, on n'ira pas nécessairement au niveau socio-historique, politique. On n'ira pas nécessairement croiser le contenu de mon corpus, mes interprétations avec des analyses d'un autre corpus, dans un autre contexte, dans une autre situation, pour comprendre davantage de manière diachronique, pour voir l'évolution dans le temps de certains processus sociaux. Donc, c'est ici la différence. On parle d'une analyse qui est de haut en bas et de bas en haut, c'est-à-dire j'ai déjà des cadres, j'ai déjà une grille, j'ai déjà quelque chose que je vais chercher. Je vais descendre dans le corpus pour voir qu'est-ce que ça m'indique. Puis ensuite de ça, je vais revenir à mes cadres pour voir s'ils m'expliquent ou pas, si je dois en former d'autres peut-être. Alors, ce processus-là, qui est à la fois déductif et inductif, peut aussi serait une différence avec l'analyse de contenu plus traditionnelle où on peut avoir tendance davantage à partir de manière inductive du corpus pour créer des catégories, tandis que nous, on les a déjà d'emblée.
Ça fait penser à une autre question, je ne sais pas si elle est pertinente, mais la taille du corpus est-elle, ben, il y a des limites à ce qu'on peut faire sur le nombre de personnes et le temps qu'on a, et cetera, là, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont typiques par rapport à la taille du corpus? Est-ce que, par exemple, il y a des recherches qui sont sur de très gros corpus? Ça me semble être difficile à faire avec des gros corpus, ce genre d'analyse-là. Mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y aurait des moyens de le faire? Est-ce que c'est pertinent, intéressant ou pas? Oui, il y a un chercheur, notamment, là, Charteris Black, qui, lui, fait de la lexicométrie, donc l'analyse de grands corpus de plusieurs millions de mots, où il va analyser, dans le fond, le discours sur l'immigration et la dichotomie nous-eux à partir des métaphores. Donc là, à ce moment-là, on peut utiliser les outils numériques pour soutenir l'analyse en lexicométrie. Puis ensuite de ça, on obtient une série de mots, une série d'énoncés qui sont des portes, hein, qui sont comme des fenêtres qu'on va aller ouvrir ou non, tout dépendant si c'est pertinent pour une analyse plus critique. Donc, c'est possible, puis certains chercheurs le font, autant en analyse historique qu'en analyse critique du discours plus général. Merci. Et avec tout ça, j'ai il y a une dernière question qu'on va prendre, là. Je vais pas couper l'herbe sous le pied aux participants. Comment mobiliser l'analyse de discours dans un milieu social plurilingue? Est-ce déjà un indicateur central auquel qu'il faut prendre en considération? Oui, tout à fait. C'est aussi un élément qui est envisagé en analyse historique du discours. Lorsqu'on parle de certains thèmes, de certains sujets, l'arrière-plan n'est pas nécessairement le même selon les personnes, selon l'histoire, selon les cultures. Donc, il faut aussi considérer le contexte social et historique dans lequel on étudie une question. Donc, si dans mon corpus, j'ai un corpus plurilingue ou si le texte ou le discours analysé est un discours dans un contexte plurilingue, cette question-là doit absolument faire partie de l'analyse pour comprendre le sens attribué aux termes, aux mots dans ce contexte-là. Donc, par exemple, si on prend le cas d'enseignants d'histoire au Liban qui sont à la fois arabophones, francophones et de différentes religions, tout ça va pouvoir être pris en compte, Oui, c'est ce que je tout à fait. comprends. Par exemple, pour analyser des questions autour de la problématique sociale du racisme, euh, dans certains travaux, on va suggérer de ne pas s'intéresser à la question, au mot racisme comme tel, pas parce que, pas par aveuglement, mais parce que culturellement, ce mot-là est plus ou moins utilisé. Ce mot-là est plus ou moins explicité pour différentes raisons. Alors, à ce moment-là, pour étudier ce processus de racisme-là, on va s'intéresser à un mot comme inclusion ou exclusion pour voir dans ce contexte-là qui est inclus, qui est exclu et comprendre le phénomène par ces mécanismes en arrière-plan et non pas parce que les gens en disent ou ouvertement communiquent. Oui, parce que certains mots, évidemment, s'ils sont chargés symboliquement, on sait qu'ils ne seront pas utilisés ou vont être utilisés autrement et ça va être dur à interpréter, je suppose. Toute la question des mots valises Mhm. est un objet en soi de recherche en analyse critique, hein. Quel sens on donne, par exemple, dans mon cas, c'était élève à risque. Qu'est-ce que signifie élève à risque? Pour qui? Pourquoi? Quand? Depuis quand? Donc, on voit que parfois, on a des mots qui transportent des idéologies, transportent une certaine vision du monde qu'on ne remet pas en question. Donc, c'est par ces analyses-là qu'on déplie ces a priori, ces sens communs-là. Ouais, ouais, donc, il faut être très sensible au contexte, là. Si on analyse, par exemple, un discours de Duplessis qui dénonce le communisme, on peut penser que c'est pas seulement des communistes vraiment dont il parle, mais de plein d'autres choses. Alors, je comprends. Merci. Je vois on a déjà fini le temps qui nous était imparti. Ça passait très vite. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Vous, un dernier mot à dire avant qu'on salue tout le monde? Et merci pour votre écoute. Merci pour les questions fort pertinentes. Puis, si parfois il y avait des intérêts ou des questionnements à ce sujet-là, n'hésitez pas à communiquer avec moi, étant donné qu'on est très peu à s'intéresser à l'analyse critique et historique du discours pour le moment. Ça me fera un plaisir de répondre à des interrogations ou des questions de recherche.